to be here today and speak to all of you. I have the slides in English, so I will speak in French. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la planification stratégique. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires sur les chapitres d'une guide pratique qu'on a publié dernièrement. Quand je parle de on, c'est notre département. Je suis dans le département de la gouvernance et financement des systèmes de santé à l'OMS Genève, au siège. Et cette guide pratique est une guide pratique sur les plans, les stratégies nationales de santé. Il y a 2 semaines, je crois, deux, 3 semaines, et ma directrice a fait un webinaire sur l'établissement des priorités. C'est le chapitre 4 dans la guide, dans la publication. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étape suivante, en fait, suivant l'établissement des priorités, c'est la planification stratégique. Aujourd'hui, on va parler, en fait, de comment transformer ces priorités établies ou en cours d'établissement dans un plan, dans un document stratégique, comme un PNDS dans les pays francophones, le plan national de développement sanitaire. Pour commencer, j'aimerais bien vous montrer cette petite image qu'on a dans le chapitre. Vous connaissez peut-être le dessinateur Damien Glaise. Il a fait des belles images, des beaux dessins pour chaque chapitre. Et j'aime bien ce dessin parce que ça nous montre très bien le défi, le vrai défi dans la planification sanitaire, c'est d'identifier les actions et les activités. Désolée, Dupa, je ne peux pas te couper, mais on ne voit pas les slides défiler. Je ne sais pas si tu as défilé ton slide. Très bien. Vous le voyez maintenant? Pardon. Là, oui, là, on voit. Merci. Oui. Alors, cette image nous montre très bien, je trouve, un des grands défis de la planification sanitaire, c'est d'identifier, de décrire, de définir les actions, les activités du secteur avec suffisamment de détails, mais pas trop, et les planifier dans un ordre logique qui est faisable, qui est raisonnable pour les parties prenantes, dans le but, pour atteindre un but ou une vision commune de moyen au long terme. Et ici, dans le dessin, on voit la petite fille qui voudrait devenir ministre de la Santé un jour. Et ça, c'est une grande vision. C'est une grande vision à long terme pour elle. Et elle demande à sa maman, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour aller vers cette vision? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester sur le chemin vers cette vision? Et la réponse de la maman, c'est ses devoirs. Il faut faire tes devoirs. Et pour moi, cet exemple fait comprendre que parfois, les activités à faire maintenant sont parfois très loin de la vision finale. Et l'art de la planification stratégique, et l'art de développer un bon document d'orientation, comme un PNDS, c'est de décrire d'une manière réaliste, faisable et concrète ce chemin. Le chemin vers cette vision depuis la situation d'aujourd'hui. Et chaque étape ou chaîne d'étapes doit être plausible avec l'appropriation de toutes les parties prenantes. J'aimerais vous donner le lien de la guide pratique. Vous verrez 2 liens en haut de cette diapo. Nous avons dans notre guide pratique 13 chapitres. Et le développement d'un PNDS ne se situe pas dans la vide, mais ça fait partie de ce qu'on appelle un cycle de planification. Et c'est autour de ce cycle de planification qu'on a structuré le livre. Et comme je viens de dire, vous avez entendu
la présentation sur l'établissement des priorités, c'est le chapitre 4. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 5, la planification stratégique. Et ce chapitre se trouve après ceux de l'analyse de situation du secteur de la santé, c'est le chapitre 3, et l'établissement des priorités. Et je voudrais souligner ça parce que il faut d'abord donc mieux connaître la situation du secteur aujourd'hui en profondeur avant de pouvoir identifier les pas vers la vision. Je vous ai dit tout à l'heure avec le dessin que l'art de la planification stratégique, c'est vraiment de décrire les pas et depuis aujourd'hui, depuis la situation d'aujourd'hui jusqu'à la vision. Mais pour ça, il faut bien connaître la situation d'aujourd'hui. C'est pour ça que cette étape de situation, d'analyse de situation, est vraiment très important et je voudrais que ça soit très clair. Bon, une fois qu'on a fait l'analyse de situation, on a établi les priorités ou l'établissement des priorités est en cours. C'est vrai que dans la pratique, les étapes ne sont pas très linéaires, mais quand même, il faut qu'on réfléchisse un peu sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important de transformer ces priorités dans un document écrit, dans un document d'orientation. Et tout d'abord, pour moi, c'est qu'il faut concrétiser les priorités. Parce qu'un bon plan stratégique, ça traduit la vision et les priorités sectorielles à moyen et long terme, en phase concrète, en plus petite phase de mise en œuvre et en étape progressive. Et dans son ensemble, ça constitue l'horizon pour le moyen terme pour le développement global du secteur. Et en concrétisant les priorités, ça garantit la continuité, la direction des priorités à plus long terme. Étant donné que des problèmes, des nombreux problèmes, surtout dans le secteur de la santé, par rapport à d'autres secteurs, sont complexes et ne peuvent être résolus dans un court terme et dans une petite courte durée. Et si elle est bien faite, la planification stratégique est une fonction qui traduit la vision, les objectifs, les priorités des parties prenantes du secteur de la santé, y compris le gouvernement, en un document solide qui devrait garantir non seulement une mise en œuvre efficace des activités, mais aussi une pérennité. Et là, parce que comme le titre de notre bouquin, de notre livre, c'est Strategizing National Health in the 21st Century, on parle du 21e siècle. Et dans le 21e siècle, on devrait considérer tous les acteurs de la planification de la santé comme co-gestionnaires du secteur. Et s'ils sont des co-gestionnaires du secteur de la santé, un plan stratégique, pour moi c'est évident, c'est nécessaire pour définir les rôles, les responsabilités, en donnant à chacun leur direction, leur orientation. Et cette clarté sur les rôles et les responsabilités des institutions et des parties prenantes impliquées est essentielle pour l'appropriation générale du document et des orientations contenues dans le document et à l'engagement de ces parties prenantes pour la mise en œuvre, pour une meilleure mise en œuvre. La deuxième raison pour laquelle c'est important d'avoir un document écrit et clair pour orienter le secteur, c'est pour se concentrer sur le moyen et long terme. Un plan stratégique, ça peut aider, et on a beaucoup d'exemples là-dessus, à garder le pays sur la voie choisie par les parties prenantes, la voie optimale,
vers le développement du secteur sous la base d'une couverture, de la couverture sanitaire universelle, compte tenu d'influences et d'événements extérieurs. Dans la réalité, il y a beaucoup d'influences et beaucoup de politiques qui jouent un rôle qui influencent beaucoup les priorités. Mais la force d'un bon document basé sur un processus participatif, c'est qu'il y a c'est une grande force le fait que le contenu a été discuté par les parties prenantes, que le contenu est basé sur les données probantes qui ont été bien analysées, et ça aide à garder le secteur de la santé vers un chemin optimal. Et un exemple que j'aime bien citer ici, c'est l'exemple de la Tunisie, où après la Révolution, il y avait une belle opportunité pour le secteur et aussi dans ce cas pour l'OMS de convaincre les parties prenantes et travailler avec les parties prenantes pour faire une série de consultations de la population. C'était dans le cadre d'un programme qui s'appelle toujours le dialogue sociétal. Et avec cette série de consultations de la population, on a complémenté ça avec une analyse des données probantes et les parties prenantes ont pu définir un livre blanc. C'est un diagnostic du secteur de la santé qui est la base pour la politique nationale de santé, la nouvelle politique nationale de santé après la Révolution. Après la publication du livre blanc, depuis lors, il y a eu 3 gouvernements différents en Tunisie. Et juste le premier gouvernement, après le livre blanc, a tenté, sans succès, d'orienter le secteur autrement, mais ça n'a pas marché. Les parties prenantes ont dit non. Et les autres 2 n'ont même pas osé de faire ça. Alors ce livre blanc et cette politique est vraiment ancrée dans le secteur. Les priorités qui seront écrites là-bas vont être les priorités du secteur, même s'il y a beaucoup de changements de gouvernement, même s'il y a des influences politiques ou extérieures. La troisième raison pour moi, qui est très importante, c'est pour éviter la fragmentation du secteur de la santé. Et un plan national de développement sanitaire, dans le titre même du développement sanitaire de tout le secteur, on entend que ça couvre tout le secteur d'une manière exhaustive. C'est pour ça qu'un plan stratégique sectoriel implique et inclut tous les programmes de santé, tous les services de santé, toutes les fonctions de support qu'il faut pour faire fonctionner le secteur. Un PNDS facilite donc la coordination du secteur et aide à éviter la fragmentation en raison de la planification parallèle. Normalement, ça devrait unir et inclure, du point de vue du contenu, tout ce qui se passe dans le secteur de la santé. Et dernièrement, un PNDS, un bon PNDS, basé dans un processus participatif, ça aide à orienter le dialogue politique sur les vraies priorités du secteur de la santé. On connaît peut-être, surtout dans le passé, dans l'ère des OMD, des objectifs millénaires de développement, souvent le dialogue politique a été vraiment focalisé sur quelques maladies ou quelques programmes, même si ce n'était pas la liste exhaustive de toutes les priorités du secteur de la santé. Cela veut dire que ces plans-là, les PNDS, qu'on a vus souvent pendant l'ère des OMD, ce n'étaient pas vraiment des plans nationaux de développement sanitaire, c'était des plans d'un programme souvent, ou un plan de 2 ou 3 programmes.
Un vrai PNDS, un plan stratégique pour tout le secteur, ça met l'accent sur tous les domaines et les interventions prioritaires. Pourquoi? Parce qu'il est directement lié à l'analyse de situation. Et si cette analyse est bien faite, ça montre tous les défis et les problèmes du secteur de la santé en total, en général. Et donc, le PNDS devrait, dans ce cas-là, être le document de référence pour le secteur. Alors, qu'est-ce que c'est la planification stratégique? Ce n'était pas facile, franchement, de trouver ou formuler une définition qui est vraiment bien valable pour tout le secteur de la santé en général et aussi du point de vue plutôt du secteur public, parce que les définitions qu'on a trouvées en rédigeant ce chapitre ou même tout le livre, c'était les définitions qu'on a trouvées dans le secteur privé étaient beaucoup mieux du point de vue des éléments qu'on cherchait à mettre dans les définitions. Alors, on a pris donc une définition qui vient plutôt du secteur privé, on l'a adoptée pour nos besoins. Alors, la planification est une méthode pour essayer de s'assurer que les ressources disponibles maintenant et à l'avenir sont utilisées de la manière la plus efficace pour atteindre des objectifs explicites. Alors, c'est une orientation du secteur à moyen terme, moyen à long terme. Mais oui, ça dépend de la durée du document. Et 3 caractéristiques de la planification stratégique. C'est le fait que c'est pour une durée plutôt longue, c'est-à-dire, bon, normalement, dans les pays africains, par exemple, c'est de 3 à 5 ans. Parce que les plans annuels, les plans qui visent une durée d'1 an ou moins, ce sont vraiment des plans opérationnels. Et on va parler de la différence entre les plans stratégiques et opérationnels plus tard. Un deuxième caractéristique, c'est le fait que tout le secteur de la santé est pris en compte, comme je vous ai dit. C'est exhaustif, le contenu est exhaustif, la perspective, c'est tout le secteur de la santé, y compris les programmes, mais aussi, entre guillemets, ce qu'on appelle les sous-secteurs, c'est-à-dire la gouvernance, le financement de la santé, etc. Mais ça couvre aussi la collaboration, ça devrait couvrir la collaboration avec d'autres secteurs. Alors c'est vraiment exhaustive et la vision est vraiment le secteur dans sa totalité. Et j'aimerais bien souligner ici qu'une série de plans entre guillemets verticaux, c'est-à-dire les plans, par exemple, santé maternelle ou VIH-Sida, une série de tels plans ne constitue pas en tant que tel un PNDS. Bon, je crois que cela est clair. Un PNDS doit lier tous ces programmes dans le système de santé et doit prendre en compte des plans existants, des plans verticaux existants. Et un troisième caractéristique, c'est la vision proactive des risques et des tendances dans l'avenir. Et de nouveau, on fait le lien ici, c'est très important, à l'analyse de situation et à l'étape de l'établissement des priorités. De nouveau, je répète ça parce que c'est vraiment très important, parce que dans l'analyse de situation, on devrait pouvoir comprendre les problèmes sanitaires émergents aussi. Et ça, je ne dis pas que l'analyse de situation est le seul moyen de comprendre ces problèmes. Il y a aussi le travail quotidien d'un département de planification, les revues annuelles, etc. Mais ces problèmes, ces tendances, des risques à long terme devraient être objets d'un PNDS. Les interventions à faire pour aborder ces risques devraient être analysées déjà dans l'étape de l'établissement des priorités et devraient être prises en compte dans le PNDS. Et finalement,
le produit final d'un processus de planification stratégique, c'est le PNDS. Ça veut dire que le but, c'est non seulement de discuter et dialoguer sur les priorités, les activités du secteur, ce qui est très très important, mais il faut aller un peu plus loin pour bien les formuler d'une manière claire, d'une manière concrète, pour que chacun dans le secteur de la santé s'oriente leurs interventions sur cette base. Et ça veut dire que même les gens qui n'ont pas été directement impliqués avec le processus, ou qui arrivent plus tard, ou etc., que eux aussi, ils savent s'orienter dans leurs interventions du secteur de la santé avec ce document clé. Qui devrait être impliqué dans le processus? C'est une question très pratique, une question très importante. Tout d'abord, le ministère de la Santé publique à niveau central doit coordonner et diriger et piloter vraiment le processus du développement de la stratégie. Et le niveau central est aussi chargé d'informer, de guider les parties prenantes concernées à tous les niveaux sur le processus et les attentes du processus. Normalement, au sein du ministère de la Santé, il y a une équipe de coordination, des fois c'est appelé comité de pilotage. Bon, ça a des noms différents, on va peut-être parler d'une équipe de coordination. Et cette équipe devrait idéalement inclure aussi les groupes de citoyens et les institutions, les représentants des institutions les plus pertinentes du secteur de la santé. La perspective des citoyens ou des groupes, des sous-groupes dans la population, organisés ou non, est importante. Pourquoi? D'abord, pour pouvoir mieux interpréter, mieux fournir des commentaires sur des données probantes, sur les priorités de santé, mais aussi parce que, normalement, ce sont ces gens-là qui sont directement impliqués dans la mise en œuvre. Et ce groupe, quand je parle de la population, on parle un groupe de parties prenantes élargi, on parle de la société civile, des ONG, le secteur privé à but lucratif aussi, des représentants de la communauté, et très important, c'est aussi des établissements de recherche, des instituts de recherche, des universités, parce que c'est là-bas qu'on va avoir les données probantes. Et de toute évidence, c'est vrai que tous les niveaux et tous les groupes de parties prenantes ne peuvent pas être impliqués de la même manière. Tout d'abord, pour une raison très pratique, la disponibilité des gens. Et il ne peut pas souvent être impliqué de la même manière dans toutes les étapes. Et c'est pour ça que c'est très très important dès le départ de déterminer le meilleur rôle pour chacun d'eux, des parties prenantes, pour chaque étape, en fonction des aspects dans lesquels ils peuvent contribuer. Ça pourrait être la définition des périmètres, la préparation du processus, l'élaboration même du plan, la validation, etc. Par exemple, juste comme exemple, si on prend les instituts de recherche, comme normalement c'est là-bas où on a les données probantes, on les implique peut-être plutôt dans l'analyse des situations ou l'établissement des priorités par rapport à d'autres étapes dans le cycle de planification. J'aimerais bien juste dire que c'est le grand défi, peut-être un des grands défis qu'on voit souvent dans les pays. Dans notre travail en tant que l'OMS, on appuie beaucoup les pays dans les développements
des PNDS et le suivi et l'évaluation des activités du PNDS. Et je crois qu'un des plus grands défis, c'est vraiment d'impliquer d'une manière plus pérenne et plus long terme, c'est les institutions à but lucratif. Et là, on voit souvent que les intérêts, les points de vue divergent considérablement avec le secteur public. Et la seule chose qu'on peut dire là-bas, c'est parce qu'on nous demande souvent comment est-ce qu'on peut mieux impliquer le secteur privé à but lucratif. Et je dois dire que là où l'effort a été fait d'une manière régulière, sur une durée plus longue, quand on investit vraiment dans l'effort de construire la relation avec le secteur privé, quand les gens ne changent pas trop, quand il n'y a pas beaucoup de rotation dans des postes différents et changement de personnes, c'est là où on voit qu'en construisant la relation, une bonne relation entre le secteur public et le privé, qu'on a plus d'implication et plus de participation du secteur privé dans le processus de planification. Mais en réalité, je dois dire qu'il y a vraiment peu de pays qui arrivent peu de pays, surtout dans la région africaine, qui arrivent à avoir une bonne participation régulière du secteur privé, mais il faut continuer à travailler là-dessus. Dans cette graphique, vous voyez alors les citoyens, les groupes des communautés dans le petit ballon noir. Il y a évidemment aussi le ministère de la Santé, le gouvernement, c'est le bleu foncé. Mais le troisième grand groupe de parties prenantes sont les prestataires de soins de santé, alors les professionnels de santé, parce qu'ils sont au cœur de la mise en œuvre du PNDS. Et leur expérience du secteur de la santé provient vraiment de l'intérieur, si vous voulez, de leur expérience quotidienne au sein des établissements sanitaires. Et leur expérience est pratique et donne, ceci est très important, des idées sur la faisabilité des interventions proposées par un PNDS. Et de l'autre côté, on a vu dans plusieurs pays toute opposition ou hésitation directe, hésitation de la part des prestataires et des professionnels de santé, peut tout de suite devenir un obstacle majeur à la mise en œuvre du PNDS. C'est pour cela que leurs préoccupations doivent être abordées ouvertement et le plus important, c'est d'avoir un bon plateforme de dialogue pour pouvoir trouver une solution commune pour ces préoccupations. Et un exemple pertinent, je trouve, c'est l'exemple de la Thaïlande. Quand on parle des parties prenantes à impliquer dans l'élaboration des politiques. Et le gouvernement thaïlandais parle du triangle qui arrive à bouger la montagne. Ça, c'est leur phrase qu'on voit beaucoup dans les dictions, dans les fascicules sur leur politique. Et cela veut dire que si on implique bien les trois groupes de population principaux, c'est-à-dire le gouvernement, les politiciens, les hommes politiques, d'un côté, de l'autre côté, la population, les communautés, la société civile, et de l'autre côté, les gens qui ont le plus accès aux données probantes, c'est-à-dire les institutions de recherche, les académiques. Si on arrive à bien impliquer ces trois groupes dans l'élaboration des politiques, on peut vraiment faire une différence. Et en Thaïlande, ils ont plusieurs institutions et un bon système pour faire ça. Et ils ont travaillé pendant 20 ans sur ce système pour l'améliorer, pour assurer une implication
avec des belles capacités aussi de la part des 3 groupes de population. J'aimerais bien vous parler un peu de la différence entre la planification stratégique et opérationnelle, parce que c'est vraiment très important, souvent parce que ça porte beaucoup de confusion avec le mot planification dans les deux. Tout d'abord, la planification stratégique, ça vise le moyen terme ou le long terme, le développement dans le moyen ou le long terme. Ça dépend du pays, la période d'un PNDS. La planification opérationnelle, d'habitude, c'est 1 an, peut-être moins dans les pays fragiles. L'autre différence importante, c'est que la planification stratégique, un plan stratégique donne de l'orientation stratégique pour le secteur, une orientation générale pour le secteur. Mais le concret, la mise en œuvre, les activités concrètes sont décrites dans les plans opérationnels. Pour la durée, comme je vous ai dit, pour les plans stratégiques, c'est d'habitude de 3 à 5 ans. Pour les plans opérationnels, normalement, c'est 1 an. Et c'est pour cela que les plans opérationnels sont beaucoup plus flexibles. C'est beaucoup plus, on peut l'adapter plus facilement, on peut le modifier plus facilement selon l'environnement, selon les événements qui se passent. Et les détails sur la mise en œuvre du PNDS sont dans le plan opérationnel. Et une des raisons pour laquelle je trouve que ça porte beaucoup de confusion, les 2 plans, c'est que souvent les plans opérationnels, au moins en anglais, on parle des plans de mise en œuvre, mais un plan stratégique est aussi mis en œuvre. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler des plans opérationnels et des plans stratégiques. Et une deuxième confusion, c'est vraiment le fait que les plans opérationnels ne sont pas uniquement pour une gestion à un niveau plus bas dans le système. Souvent, on a l'impression que les plans opérationnels, c'est juste pour les districts ou pour les régions. Mais ceci est incorrect, car le personnel au niveau central du ministère de la Santé travaille à la fois sur le plan stratégique sectoriel, mais aussi sur le plan opérationnel de son unité. Alors, les plans opérationnels, c'est pour opérationnaliser le plan stratégique et tout le monde est impliqué dans l'opérationnalisation d'un plan stratégique, pas seulement les niveaux plus, entre guillemets, plus bas dans le système de santé. Le 3e point, c'est que le plan opérationnel devrait identifier les ressources nécessaires pour mener les activités du plan et doit responsabiliser les personnes à mettre en œuvre les activités. Et c'est ça un peu aussi la différence, parce que pour le plan stratégique, il y aura toujours une certaine incertitude quant à la faisabilité d'atteindre les résultats à l'impact, parce que cela dépendra finalement des détails de la mise en œuvre qui fait objet des plans opérationnels. En plus, la mise en œuvre d'un plan stratégique, c'est à moyen terme, environ 5 ans, une période que l'on ne peut pas toujours prévoir. Mais en revanche, la faisabilité de mettre pleinement en œuvre le plan opérationnel doit être assurée, autant que possible. Et ici, on voit un peu les liens entre les plans stratégiques et opérationnels. Bon, j'aimerais bien dire que dans un cas idéal, le plan opérationnel peut suivre directement le plan stratégique, mais cela dépend beaucoup
de la manière dont on a formulé le plan stratégique. Il y a des pays où ça peut être utile d'assurer un lien adéquat du plan stratégique avec les plans opérationnels annuels à travers un plan de mise en œuvre glissant ou un plan de travail et budget prévisionnel. Et un document c'est le cas quand le plan stratégique est vraiment, ça reste plus général et plus vague, si vous voulez. Un document qui lie explicitement le plan stratégique et les plans nationaux, opérationnels est donc nécessaire. Et ça veut dire que le plan stratégique ne donne pas suffisamment de détails sur les phases, les étapes à suivre et les objectifs spécifiques et les modalités de mise en œuvre. Mais normalement, un bon PNDS devrait être, normalement, on devrait pouvoir élaborer un plan opérationnel directement à partir d'un bon PNDS. Comment bien lier les deux plans, les plans stratégiques et les plans opérationnels? Un exemple de la Tanzanie, en fait, en résumé, cet exemple décrit comment les deux niveaux interagissent bien ensemble pour la mise en œuvre du PNDS. Le ministère de la Santé en Tanzanie est chargé de fournir des orientations stratégiques, des conseils, de la supervision, mais aussi de la formation pour les districts dans la planification opérationnelle. Alors, c'est-à-dire que le niveau central s'implique dans la planification opérationnelle aussi, dans le but de combler le plan stratégique au niveau national avec des plans opérationnels sur terrain. Et pourquoi? Parce que dans le passé, en fait, ils ont commencé ces formations parce que dans le passé, les plans opérationnels du district avaient très peu de liens avec les objectifs et les domaines d'activité du PNDS. Et cela rendait difficile le suivi des objectifs du PNDS. C'est pour cela que le ministère de la Santé a développé un module de formation qui encourage les districts à étudier les objectifs de PNDS, mais c'est aussi un bon moyen pour le ministère de la Santé publique de vulgariser le PNDS aussi, de diffuser le contenu, l'information dans le PNDS. Et ces formations mettent ensemble les planificateurs au niveau central avec les planificateurs au niveau district. Et ça veut dire que les décideurs au niveau central voient la réalité sur terrain et doivent discuter d'une manière concrète comment les objectifs nationaux peuvent être réalisés de manière réaliste au niveau du district, compte tenu des défis qu'on a au niveau décentralisé, compte tenu du paysage des bailleurs, de l'épidémiologie locale, des besoins en santé publique. Et c'est un bon moyen de mieux lier les deux plans. Une autre chose, un autre défi qu'on voit, ou quelque chose qu'on voit dans les pays qui ne fonctionnent pas toujours très bien, c'est un lien adéquat entre la planification stratégique et l'élaboration des coûts des activités du plan. Je crois que c'est clair que la compréhension des coûts et l'implication et les répercussions sur les ressources, c'est vraiment impératif pour le dialogue politique concernant le caractère abordable des objectifs énoncés dans le PNDS. Et plus important encore, que ces objectifs soient réalisables et réalistes compte tenu de l'état actuel du système de santé. Et c'est pour cela que le lien
entre la planification et l'établissement des coûts doit être très fort dès le début, mais souvent ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ce sont des groupes différents qui font la planification et qui font le costing de l'établissement des coûts. Mais toute discussion de PNDE sur les réformes, les cibles prévues, les objectifs, devrait prendre en compte les besoins en ressources. Et ce processus doit être vraiment itératif parce que les décisions de planification doivent tenir compte de la faisabilité opérationnelle et financière, alors que les projections ou l'élaboration des coûts, les calculs des coûts doivent être ajustés, réajustés entre les activités planifiées et l'espace budgétaire disponible. Et l'autre chose qui est vraiment très importante, c'est que, parce que souvent on dit que, ah oui, mais le PNDS c'est vraiment juste un listing des activités qu'on aimerait bien faire dans le secteur de la santé. Mais une estimation des coûts, un exercice d'estimation des coûts d'un PNDS peut contribuer beaucoup à ancrer le processus de planification dans la réalité. Parce que cet établissement des coûts sert à montrer qu'un PNDS peut être trop ambitieux parfois, peut-être parce qu'il ne considère pas les contraintes de ressources financières limitées disponibles. Et l'établissement des coûts doit être vraiment bien combiné avec des projections réalistes du financement disponible pour que l'analyse soit crédible. Le contenu d'un PNDS. Dans notre chapitre, on parle de 3 caractéristiques et je vous ai parlé un peu déjà du premier, c'est le caractère exhaustif. Et ces trois mots décrivent vraiment la manière dont on doit articuler, dont on doit formuler les objectifs, les grands domaines d'activité pour le secteur de la santé dans le PNDS. Exhaustif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit comprendre tous les aspects qui ont une influence sur le secteur de la santé, comme par exemple les ressources humaines, la gouvernance, les modalités de financement, l'organisation des services de santé. Et tous les programmes de santé, les programmes verticaux, et tous les acteurs, tous les centres budgétaires, publics ou privés, doivent être considérés et pris en compte. Ça, c'est le caractère exhaustif. Deuxièmement, le PNDS, le contenu d'un PNDS, doit être équilibré. Ça veut dire que équilibré, c'est vraiment en termes de finances et des intrants, mais aussi le profondeur d'analyse sur les problèmes de santé du pays. En d'autres termes, chaque direction stratégique ou axe stratégique doit être développée avec le même niveau de détail comme les autres et avec un niveau de ressources qui correspond à son importance dans le pays. Souvent, on voit, et surtout pendant la période des OMD, on a souvent vu des plans, des stratégies de santé où le profondeur d'analyse reflétait plutôt le niveau budgétaire et la capacité des programmes. C'est-à-dire que souvent, le profondeur d'analyse et l'élaboration des coûts étaient très bien faits pour, par exemple, la santé maternelle ou le VIH, mais pour d'autres domaines et problèmes de la santé, il y avait peu d'informations et peu de solutions, surtout. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas équilibré.
troisièmement, ceci est très important, la cohérence. Ça veut dire quoi? On parle de 4 types de cohérence dans notre chapitre. Il y a la cohérence avec d'autres secteurs et avec le plan national de développement. Parce que la planification stratégique pour la santé, pour le secteur de la santé, devrait idéalement se baser sur un cadre politique mis en place pour tous les secteurs par le gouvernement. Et c'est pour cela que les parties prenantes dans le processus de planification devraient bien étudier le plan de développement national, souvent il y a d'autres titres, ou toute autre déclaration de vision globale pour faire progresser le pays dans son ensemble. Deuxièmement, il y a la cohérence des plans, des programmes ou des sous-secteurs. Je crois que j'ai beaucoup parlé de ça et j'espère que c'est clair. Peut-être j'ajouterai ici une chose, c'est la cohérence par rapport à la cohérence avec des programmes verticaux. Ça peut impliquer aussi une cohérence avec beaucoup de fonds une forte injection de fonds qui peut arriver lors d'une situation d'urgence. Par exemple, dans la récente crise Ebola en Afrique de l'Ouest, cela a été accompagné d'une prolifération des plans élaborés séparément du PNDS, les plans de relance, par exemple, du système de santé. Et franchement, idéalement, ces plans feraient partie d'un avenant d'un PNDS en cours. Et seulement si la situation a vraiment tellement changé qu'un nouveau plan devrait être développé, alors dans ce cas-là, il faudra refaire un seul plan au lieu d'avoir 2 plans sur le secteur qui portent beaucoup de confusion. Parce que plusieurs plans qui se chevauchent entre eux ne clarifient rien pour le secteur de la santé. Il est donc, à mon avis, souhaitable dans la plupart des pays vraiment d'avoir un seul document global donnant orientation au secteur. Le troisième type de cohérence, c'est la cohérence avec les aspects épidémiologiques et contexte socio-économique. Et surtout maintenant dans l'ère des ODD, des objectifs de développement durable, où on met vraiment l'accent sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. C'est vraiment important que ces aspects-là sont inclus dans le PNDS. Pardon, est-ce que je dois accepter ou cette requête que j'ai eue d'un des participants? Non, dis pas, je ne sais pas de quelle requête as-tu reçu, mais je pense que tu vois Rose Claire Bita is requesting to annotate the shared content. During annotation, you cannot control the shared context. Je n'ai aucune idée. No, that's probably a mistake. Okay, yeah. Je vais faire decline. Ok. Ok, pardon. Oui. Alors, oui, la cohérence avec les aspects épidémiologiques et les contextes socio-économiques. Mais ça veut dire que dans le processus de planification, il faut travailler avec tous les niveaux, bien sûr du secteur de la santé, mais aussi au-delà du secteur de la santé avec d'autres ministères. Et ceci est quelque chose qu'on dit depuis très longtemps, bien avant les ODD, depuis des décennies, mais en pratique, c'est vraiment c'est pas facile. Et ce n'est pas facile parce que les intérêts sont différents et on doit arriver d'abord à une compréhension commune des problèmes sanitaires. Mais c'est tellement important qu'on a même un chapitre à part sur ce sujet. C'est le chapitre 12 sur la planification intersectorielle. Et dernièrement, la cohérence avec les ressources disponibles ainsi que les ressources prévisionnelles estimées. Et je vous ai parlé de ça tout à l'heure quand j'ai parlé du lien entre la planification stratégique et l'établissement des coûts. Ah, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'essaie d'aller vers la prochaine diapositive.
Ah oui, parfait. Voilà le chapitre dont j'ai parlé tout à l'heure, chapitre 12, sur la planification intersectorielle. Et juste pour vous dire que cela va être un des grands défis des prochains, maintenant, 13 ans jusqu'à 2030. Et en quelque sorte, l'ère des OND était simple et directe. Les ODD, les objectifs de développement durable, pour un ministère de la Santé, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'ils adoptent, parce que c'est une approche plus multisectorielle, multisectorielle, où tous les objectifs, tous les ODD doivent être abordés en même temps pour qu'ils soient atteints. On ne peut pas traiter de manière sélective un des ODD parce que ça aura un effet sur les autres ODD. Ça veut dire qu'il faut travailler plus avec d'autres secteurs. C'est au cœur d'une approche plus axée sur la population et c'est le rôle du ministère de la Santé dans le XXIe siècle de faire cet effort, d'aller vers les vrais besoins de la population, d'aller vers le point de vue de la population, d'aller vers le travail en intersectoriel. La santé du point de vue de la population ne concerne pas seulement les secteurs administratifs tels que la santé, parce que les déterminants non médicaux de la santé ne peuvent être abordés qu'en rejoignant d'autres secteurs et là aussi, il s'agit finalement d'un renforcement des relations, un effort pour construire les relations à long terme pour arriver à une compréhension mutuelle sur les sujets communs. Le développement du PNDS nécessite du temps et des ressources. J'espère que ça c'est clair. Même si vous me dites que oui, cela c'est évident, souvent on voit dans plusieurs pays que ce temps-là, cet effort-là, n'est pas fait. Parce que souvent, c'est vraiment à la dernière minute qu'on commence le développement du PNDS sous pression politique. Mais pour développer un PNDS, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend des ressources. Ces ressources-là doivent être prévues, budgétisées et des fonds doivent être rendus disponibles. Et l'équipe principale du ministère de la Santé et vraiment toutes les parties prenantes doivent bloquer du temps de préparation et moi je dirais au moins vraiment le minimum 2-3 semaines, voire plus, juste pour préparer le processus. Et ici, vous verrez sur la diapo les étapes ou les principales activités à considérer dans la préparation du processus. J'aimerais bien souligner le dernier point. Je crois que le reste est assez clair. Mais cette histoire de collecter de la documentation de référence pour l'étudier, souvent ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne prévoit. Pourquoi? Parce que dans plusieurs pays, les personnes qui ont fait des études ou qui ont documenté quelque chose ou qui ont été impliquées dans des réunions et on cherche les comptes rendus, par exemple, ces personnes changent, le personnel change et il n'y a pas de mémoire institutionnelle. Et nous, on doit dire que souvent dans les pays, dans notre appui technique, quelque chose de si simple comme ramasser toute la documentation pertinente sur le secteur, c'est quelque chose qui peut prendre vraiment plusieurs mois. Alors, les étapes pour le développement du PNDS. D'abord, c'est définir des axes stratégiques. Et un axe stratégique est vraiment une énoncé global sur les résultats que le système de santé devrait attendre. Par exemple, les 8 objectifs des OMD, qui étaient valables de 2000 à 2015,
comprenez des objectifs tels que améliorer la santé maternelle comme résultat attendu du secteur de la santé. Un autre exemple ici que vous voyez sur la diapo, c'est de réduire le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans à travers le soin de santé primaire. Pour l'objectif global ou l'axe stratégique, souvent, si c'est bien lié au plan de développement, ce sont des objectifs vraiment à long terme. C'est pour ça que souvent, ce n'est pas nécessaire de mettre une durée, parce que ça dépasse en fait le PNDS. Mais bon, ça dépend du pays, ça dépend des cas. L'identification des axes stratégiques ou des objectifs plus global devrait être le résultat du dialogue politique pendant les phases précédentes, comme la consultation de la population, analyse des situations, établissement des priorités, etc. Deuxièmement, il faut définir en français, c'est plutôt les objectifs spécifiques. Et un exemple ici, c'est par exemple ou si on prend l'objectif global d'améliorer la santé maternelle, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, comme objectif global, l'objectif spécifique pourrait être réduire le taux de mortalité maternelle par 2/3 dans 20 ans, par exemple. Bon, ça c'est en fonction des OMD, mais pour un PNDS, normalement les objectifs spécifiques devraient être réalisables dans la période du PNDS, c'est-à-dire de 3 à 5 ans. Et ça peut rester un peu général, comme l'exemple que vous verrez sur la diapo, parce que les activités plus concrètes vont être élaborées dans les grands domaines d'activité. Par exemple, une formation sur la gestion intégrée pour la santé de l'enfant, le IMCI en anglais. Alors, pour les domaines d'activité, c'est-à-dire les Broad Activity Areas, pardon, les parties prenantes, ici, doivent commencer à discuter sur les ressources nécessaires et moyens d'atteindre leurs objectifs. Et ici, la collaboration avec les gens qui font les calculs des coûts, c'est vraiment très important. Mais les détails plus spécifiques, plus concrets, vont se retrouver dans les plans opérationnels. Pardon. J'aimerais bien souligner ici que les grands domaines d'activité, c'est quelque chose qui devrait être mentionné vraiment explicitement. Parce que c'est ça qui va guider les plans opérationnels. Et ces grands domaines d'activité devraient prendre en compte les forces et faiblesses du secteur de la santé établies dans les étapes précédentes, analyse de situation, établissement des priorités. Oui. Pour le prochain point, sur les orientations sur la mise en œuvre opérationnelle, je voudrais juste, parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, mais juste pour dire que un PNDS à moyen terme n'entre pas dans les détails sur les problèmes de mise en œuvre. Mais cependant, certains aspects clés liés à la mise en œuvre peuvent être extrêmement utiles. Par exemple, la synergie avec d'autres stratégies de développement sectoriel, les conditions préalables à remplir, les besoins en ressources, etc. Parce que ça oriente les plans opérationnels. Deepa? Oui. Tu veux peut-être prendre un verre d'eau et on peut attendre, hein, parce que je sens que tu as un peu des maux de gorge. Tu veux prendre quelques minutes pour prendre un verre d'eau?
Ça va, j'ai de l'eau juste près de moi. Ok, Ça d'accord. va, ça va. Ok. Ok, je vais essayer de. Je vois que je suis déjà à 35 minutes. Est-ce que j'ai combien de temps est-ce que j'ai? Bon, ça dépend, tu as encore combien de slides parce que on a, bon, ça fait déjà plus de 45 minutes, mais bon, D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. j'en ai pour. Oui, j'ai peut-être 4 ou 5. Donc c'est bon, c'est bon. C'est bon. D'accord, Oui. parfait. Ok. Oui. Et un point que je voudrais vraiment souligner ici, c'est vraiment le dernier point ici que vous voyez sur la validation et la diffusion du contenu du PNDS. Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on ignore vraiment complètement. C'est surtout la diffusion du PNDS. Parfois, c'est la fatigue parce qu'on a tellement investi dans l'effort du processus de planification. Une fois qu'on a le document, on aimerait bien reprendre les activités quotidiennes et se concentrer sur d'autres tâches. Mais cette étape-là est vraiment très, très importante pour la mise en œuvre, pour que les gens qui vont faire la mise en œuvre comprennent mieux le contenu et ce que cela veut dire pour eux. Et ceci implique, par exemple, quand on a même une version très finale du PNDS, même si ce n'est pas complètement finalisé, elle peut déjà être présentée à la communauté des parties prenantes qui n'ont pas directement impliqué sur le processus. Et là, souvent, ils font un travail supplémentaire pour résumer le contenu en 2-3 pages dans un langage plus simple, dans le but d'informer la population, d'informer d'autres services et secteurs qui ne comprennent pas toujours le langage de la santé, et promouvoir les priorités du pays parmi les autorités locales, les partenaires et le gouvernement en général, surtout d'autres ministères. Et dans le chapitre, vous avez plus d'informations, plus de détails sur comment formuler ce type de document, quels sont les éléments clés d'un tel résumé. Je n'entrerai pas dans le détail ici, mais vous pourriez tous lire le chapitre si ça vous intéresse. Mais au-delà de ça, d'un résumé de 2-3 pages, c'est aussi d'aller vraiment sur terrain, aux communautés, aux parties prenantes concernées dans la mise en œuvre et organiser des réunions, des présentations pour mettre à disposition les documents en ligne. Alors, finalement, c'est toute une stratégie de communication autour du PNDS qui nécessite des ressources supplémentaires et il faut les prévoir. Et cette question de communication qu'on oublie souvent, aussi parce qu'on est plutôt des techniciens dans le ministère de la Santé, c'est vraiment essentiel pour s'assurer que le document, que le PNDS est effectivement utilisé et que ça devient un vrai point de référence pour toutes les activités du secteur. Une question importante, je trouve, et je vous ai parlé de ça aussi dans mon exemple d'Ebola, et c'est la question de modification. Si la situation change, qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'abord, comme je vous ai dit, un PNDS doit être exhaustif par rapport au contenu, par rapport à tous les programmes et les plans existants dans le secteur. Mais si après la validation d'un PNDS, quand le PNDS est en cours, il y a une stratégie qui est décidée à haut niveau. Par exemple, dans plusieurs pays, on a vu où nous on était impliqués, il y avait l'introduction de la stratégie de financement basée sur la performance. Comme cela
change beaucoup de choses dans la manière dont les activités du PNDS sont mises en œuvre. Souvent, c'est très utile d'avoir un plan ou une stratégie à part pour cette activité, mais qui est très bien liée au PNDS, pour qu'il n'y ait pas deux plans différents, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui portent beaucoup de confusion. Deux plans différents qui couvrent les mêmes thématiques. Et donc, mais à part ça, dans la pratique, vraiment les grands événements très importants provoquent un nouveau plan. Parce que des petits changements, franchement, peuvent être pris en compte par des modifications au plan opérationnel, parce que les plans opérationnels sont plus souples, plus proches des activités réelles sur le terrain. Et souvent, au lieu de modifier, de faire des modifications au niveau des plans opérationnels, on a la tendance de changer complètement et de modifier complètement le plan stratégique. Et oui, comment est-ce qu'on doit prendre en compte les plans, des programmes ou des sous-secteurs? Dans cette graphique, vous voyez que dans la plupart des pays, c'est-à-dire la partie bleu clair, les plans des programmes et des plans des sous-secteurs ne sont pas synchronisés du point de vue la durée et la période avec le plan national de développement sanitaire. Ça veut dire que, par exemple, il y a le PNDS qui couvre la période 2015 jusqu'à 2020, mais le plan VIH-Sida, ça couvre la période 2017 jusqu'à 2022, par exemple. Mais, cela a beaucoup de répercussions parce que la cycle de gestion est donc différent pour les programmes par rapport au pilotage du secteur. Et ce manque de synchronicité signifie dans la plupart des cas qu'il y a deux groupes différents, deux groupes de parties prenantes différents qui sont en train de s'impliquer sur, d'un côté, les programmes, le plan des programmes, et de l'autre côté, le plan du secteur. Et cette situation peut entraîner, et cela entraîne, et on le voit dans la pratique, souvent la confusion. C'est pour ça que c'est vraiment important. C'est mieux si c'est mieux synchronisé. En pratique, qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit cette situation? Bon, tout d'abord, les parties prenantes du PNDS, les gens qui pilotent le secteur en général, peuvent faire un plus grand effort d'intégrer le contenu d'autres plans dans l'exercice PNDS, l'exercice sectoriel. Et cela veut dire d'un côté d'étudier les plans des programmes et des sous-secteurs, mais souvent c'est lié aux personnes, aux individus. Alors c'est vraiment très important que les parties prenantes du programme devraient être, qu'ils soient vraiment bien impliqués dans le processus de planification nationale sanitaire à travers, par exemple, des groupes thématiques ou des groupes de travail sur leur sujet. Vous me dites peut-être que ça, c'est bien en théorie, mais dans la pratique, c'était très difficile. Oui, il y a des pays où on voit que même les planificateurs pour le programme malaria ne parlent même pas avec les planificateurs du programme VIH-Sida pour pouvoir faire une proposition conjointe au Fonds mondial. Déjà ça, c'est difficile. Comment est-ce qu'on va les mettre tous ensemble pour un processus sectoriel? Oui, c'est un défi dans plusieurs pays, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un effort et essayer de le faire et d'aller dialoguer avec les différentes parties prenantes. Et souvent, si c'est nécessaire, il faut faire le plaidoyer dans la hiérarchie du ministère de la Santé et de monter ce sujet plus haut. Et
dans le long terme, des efforts devraient être faits pour adapter progressivement des cycles de planification, des programmes qui sont pour l'instant de nature plutôt verticale, au cycle de PNDS, ou cycle de planification du secteur en général. Bon, les trois dernières slides. Juste pour, pour aborder les défis, qu'on voit souvent dans les pays dans le processus de développement d'un PNDS, et peut-être quelques solutions que nous, on voit que ça peut vraiment aider. Tout d'abord, ce sont des délais serrés, ne permettant pas un examen approfondi des données probantes. Dans un processus de planification où le temps est limité, il faudra peut-être prendre des décisions par rapport à chaque étape pour réduire le temps de chaque étape, éventuellement. Et un moyen que moi je trouve assez efficace de remédier au manque de temps, et quand même rester le plus exhaustif possible, c'est d'établir des processus d'activité parallèles à travers des groupes de travail. Mais c'est très important que ces groupes de travail ne travaillent pas d'une manière isolée. Et c'est là où l'équipe principale ou le comité de pilotage ou l'équipe clé dans le ministère de la Santé est vraiment très clé, est vraiment important pour faire le lien entre les différents groupes, assurant l'échange d'informations et surtout une relation de confiance. Un deuxième défi qu'on voit souvent, c'est vraiment un environnement en évolution rapide. Et ça, là, on parle souvent des États plutôt fragiles. Et ici, la planification à moyen terme peut être effectuée dans des délais plus courts, par exemple 2 ans ou 3 ans, au lieu de 5 ans. Parce que ça donne beaucoup plus de flexibilité. Et cette flexibilité est vraiment clé pour assurer que le plan reste pertinent. Ce qui pourrait signifier la formulation des activités et des axes stratégiques d'une manière plus générale, dont les détails devraient plutôt être élaborés dans la phase de planification opérationnelle. Bon, en tout cas, dans un environnement où l'avenir n'est pas sûr ou n'est pas prévisible, les plans opérationnels peuvent combler les lacunes. En fait, dans ces états-là, les plans opérationnels, ils ont une autre importance. Et pourquoi? Parce qu'ils sont parce qu'on peut mieux adapter et modifier les plans opérationnels à la situation qui est en train de changer rapidement. Le troisième grand défi qu'on voit souvent, c'est la manque d'implication significative des parties prenantes au processus de développement du PNDS. À la fin, les parties prenantes sont intéressées à participer de manière significative. Si eux, ils voient une valeur ajoutée pour eux, et quand l'importance du PNDS pour le pilotage du secteur est claire, quand le PNDS prend vraiment son rôle d'orienter le secteur. Alors, c'est pour ça qu'une grande partie de la liturgie autour de participer dans le processus de planification est vraiment une question de quelle place est-ce qu'on donne au PNDS dans le secteur de la santé, et est-ce que ce document contient des activités faisables, réalisables et réalistes, et prend son rôle finalement de document d'orientation.
niveau de participation des parties prenantes montre souvent, en fait, il faut le dire, la capacité du gouvernement, du ministère, de piloter, de coordonner, de motiver efficacement les personnes clés, les parties prenantes, à contribuer d'une part et à mettre en œuvre et à aider à la mise en œuvre de l'autre part. Et ici, pour moi, vraiment, la solution, ce n'est pas facile, c'est vraiment un investissement qu'il faut faire, une vraie réflexion sur le processus même de planification et de mettre beaucoup plus de temps sur la préparation et le côté relationnel avec les parties prenantes, le côté dialogue avec les parties prenantes. Et ça, vraiment, non seulement pendant le processus de planification ou de développement du PNDS, mais vraiment tout le temps dans le long terme. Et le dernier point, on en a parlé déjà, c'est vraiment le problème de la coordination, de la manque de coordination entre les plans existants dans le secteur, des plans, des programmes et le PNDS en général. J'essaie d'aller vers... Oui. Ok. Je vais terminer avec le dernier slide, si j'arrive à aller à la dernière diapo. Parce que ça... Ok, je vais... Deepa, tu as des problèmes à passer sur l'autre slide? Oui, oui. Bon, c'est pas grave, je vais juste parler. En fait, le dernier slide, il s'agit de... Je vais continuer à essayer de passer sur l'autre slide pendant que je parle. Okay. Mais juste pour dire que le dernier slide, c'est sur les fautes qu'on voit souvent dans les dans le processus de l'élaboration des PNDS. Et une des grandes fautes qu'on voit, c'est le lien insuffisant entre les entrants disponibles et les résultats et l'impact attendu. Il est vraiment pas rare de trouver des PNDS dans lesquels les entrants, c'est-à-dire les ressources utilisées comme le personnel, l'équipement, etc., sont inadéquats, en fait, ou inappropriés et ne montrent aucun lien évident à la réalisation des résultats du PNDS. Et si on veut éviter ce piège, il est vraiment conseillé de se rappeler toujours, en élaborant les activités, du résultat final et du but ultime de l'exercice. Et en gardant cet esprit de la vision globale du secteur, on peut formuler les axes stratégiques, les objectifs spécifiques, et en gardant aussi les axes et les objectifs spécifiques en vue, il faut définir les étapes et les mesures envisagées pour pour atteindre ce but. Et ça, c'est si on est plus conscient du fait que ceci est un défi commun, c'est on peut peut-être mieux réfléchir là-dessus avant de commencer l'activité de l'élaboration du PNDS. Deuxièmement, une faute qu'on voit souvent, c'est le fait que les domaines d'activité proposés et les modalités de mise en œuvre sont trop vagues. Et bon, il faut dire que il y a des contextes où les domaines d'activité ou les orientations sur la mise en œuvre doivent rester vagues. Par exemple, dans les situations fragiles ou en évolution rapide, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou même des fois dans les pays très décentralisés où les différents niveaux décentralisés sont très, très différents. Et dans ce cas-là, il vaut mieux rester un peu vague. Mais dans ces cas-là, le ministère de la Santé et les parties prenantes dans la planification devraient prendre des dispositions explicites pour un appui technique solide des régions et des niveaux décentralisés pour définir les plans opérationnels, pour que
ça entre bien dans l'esprit du PNDS. Le risque de ne pas le faire, c'est vraiment, et ça se voit souvent, c'est un secteur de santé vraiment fragmenté et un PNDS qui reste souvent sans conséquence, ou un PNDS qui ne joue pas son rôle d'orientation du secteur. Et dans la plupart des cas, franchement, il n'est pas vraiment nécessaire de rester vague dans la formulation des activités. Il n'y a aucune raison de ne pas faire les efforts nécessaires pour fournir plus de détails, plus d'orientation. Et les raisons souvent derrière sont, c'est un processus qui n'est pas vraiment participatif, ou un délai trop court, ou des fois un simple manque d'informations sur les détails nécessaires. Et ça veut dire que le processus n'est pas de qualité. Alors ça reflète vraiment sur le document. Et une troisième faute qu'on voit souvent, c'est le fait que le plan reste statique. Ça décourage véritablement une réponse flexible au changement. Et souvent, c'est aussi parce que c'est un exercice assez routinier dans beaucoup de pays. Au départ, peut-être il y avait de l'enthousiasme, mais après, souvent, le processus peut stagner et il est perçu comme une tâche supplémentaire aux activités quotidiennes. Et le but principal, souvent, pour les cadres du ministère, c'est vraiment de terminer le document le plus tôt possible et de passer à autre chose. Et ceci est le cas souvent dans les pays où on voit qu'il n'y a pas de ressources adéquates mises de côté pour le processus de planification et que ce processus n'est pas suffisamment priorisé. L'autre faute qu'on voit souvent, c'est le fait que les données probantes ou la non-analyse des données probantes reste superficielle. Et souvent, si l'analyse reste superficielle, il n'y a pas suffisamment d'options convaincantes pour faire mieux dans l'avenir. Et ici, c'est aussi une question de priorité, ça c'est clair. Mais c'est vrai que les données probantes, les études devraient se faire ou sont toujours en cours à un moment ou autre dans le secteur de la santé. Et le problème ici, c'est pas le fait qu'il n'y a pas suffisamment de données. Le problème c'est plutôt l'accès à ces données et le manque d'investissement à accéder à des données qui existent. Dans la plupart des cas, même dans les pays comme le Sud-Soudan ou le Tchad, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de données. Mais c'est une question d'accéder à ces données parce que sinon, avec juste une partie des données, on reste dans le... on ne voit pas, on ne peut pas aller dans la profondeur. Bon, oui. Et bon, ce sont des défis ou des fautes qu'on voit souvent dans le développement des PNDS. Et pour terminer, j'aimerais bien dire qu'il faut rester faisable, réaliste pour le PNDS. Il faut être participatif, inclusif, même avec les gens qui ont un point de vue complètement différent. Ce n'est pas une question il faut au moins considérer tous les points de vue, même si à la fin, ce n'est pas inclus, cet avis n'est pas inclus d'une manière explicite dans le PNDS. Mais il faut le considérer, il faut l'écouter. Et comme ça, on a beaucoup plus d'appropriation de toutes les parties prenantes et à la fin, on arrive à quelque chose qui est, j'espère, mieux mis en œuvre. Ma dernière slide que vous ne voyez pas, c'est tous les chapitres, les 13 chapitres de la guide pratique et j'espère que vous êtes suffisamment motivés d'aller vers notre site web pour lire un des chapitres qui vous intéresse. Merci beaucoup.
Ok.